Bonjour à tous. Je vais traiter ici du cas des personnes séparées d'un conjoint manipulateur pervers, et qui sont parents d'adolescents. Éduquer et s'occuper d'ados dans un tel contexte, c'est faire face à 3 difficultés majeures dont il faut avoir conscience, afin de les dépasser. Quelles sont ces difficultés? 1. La problématique ado. 2. Arriver à éduquer malgré la manipulation perverse. 3. Dépasser ses propres difficultés face à la manipulation perverse. Je ne vais pas rappeler ici la problématique ado qui est généralement bien connue. Cependant, je pourrais le faire sur le plan sociologique pour notre époque actuelle. Les adolescents font, en effet, face à un contexte spécifique actuellement et il n'est pas suffisant de seulement aborder leurs conditions d'un point de vue psychologique, de la même manière qu'il y a 30 ou 40 ans. Dites-moi si ce point vous intéresse, dans vos commentaires. Examinons alors le défi de l'éducation dans le contexte de manipulation perverse que nous subissons. Et face à la manipulation des enfants, et surtout des adolescents issus du couple séparé. Quelles sont les difficultés pour éduquer des enfants dans un tel contexte? Lorsqu'on est parent séparé d'un manipulateur pervers, la tâche est rendue encore plus ardue du fait que l'autre parent manipulateur déconstruit les structures et repères que l'on peut donner à l'adolescent. D'autre part, l'autorité manquante ou surjouée par l'autre parent, qui peut aussi, tour à tour se montrer une fois intransigeant et rigide sur des principes d'éducation, et à d'autres fois être dans le laisser-faire, voire dans l'indifférence, quand il n'est pas totalement absent physiquement ou psychiquement. Cette autorité manquante ne donne aucune prise aux parents sains pour avancer. Alors comment mener la barque en étant soi-même perdu? À la spécificité d'être parent d'ado, s'ajoute celle d'être soi-même perdu dans les dédales de cette manipulation sans fin, qui fait des pauses pour mieux revenir, et qui atteint les enfants et adolescents. Les coups bas qui nous étaient destinés, passent, après la séparation, par les enfants, victimes intermédiaires, qui se retrouvent souvent pervertis et décervelés, avant de devenir victimes à part entière, une fois devenus adultes. L'enjeu est donc de taille. C'est l'avenir de ces enfants, devenus ados, qui est en jeu. Mais l'approche psychologique, dans ce cas de figure, n'est que peu opérante. C'est plutôt du côté des experts en détection de manipulation et de violence qu'il faut se tourner. Car la manipulation perverse est d'abord une violence. Les enfants et adolescents en contact avec cette manipulation perverse sont des enfants victimes de violence. Lorsqu'ils en sont témoins également. Car un enfant qui voit l'un de ses parents être violenté physiquement ou moralement, ou symboliquement, est touché dans son être intime. C'est comme s'il était violenté lui-même. Il garde donc ce traumatisme au fond de son inconscient. Je vais exposer ici quelques pistes qui peuvent aider les parents ou grands-parents ou éducateurs ou encore proches d'enfants ados victimes d'au moins un parent manipulateur pervers narcissique. Plusieurs vidéos seront nécessaires ensuite pour aller dans les détails et j'approfondirai d'après vos questions et remarques. Que peut-on faire alors, quand on est dans cette situation, et qu'on se sent parfois perdu? Commençons par le début et avançons pas à pas. 1. Nommer la violence.
La première chose à comprendre est donc qu'il s'agit de violence et jusqu'à présent, si l'on a minimisé cette violence, il est temps de l'identifier à présent et de mettre un mot dessus. Oui, il ou elle a été violent. Oui, il ou elle est encore violent lorsqu'il vous manipule de manière perverse, c'est-à-dire afin de vous maltraiter, de vous diminuer. Oui, les enfants et adolescents sont aussi victimes de violences lorsqu'ils sont manipulés et utilisés pour vous atteindre. Il est important d'être au clair soi-même avec ce qu'il s'est passé et d'utiliser le bon terme. Ainsi, des limites sont posées. Les limites sont extrêmement importantes pour les enfants et adolescents, car elles structurent son psychisme. Elles leur permettent d'entrer dans la responsabilité et donnent des contours aux choses, aux phénomènes. Grâce à ce cadre, qu'est la limite, l'enfant ou l'adolescent peut se structurer. À lui ensuite de choisir sa voie. Bien sûr, l'identification de la violence perverse n'est qu'un premier pas vers la compréhension. Elle n'est qu'un début. Reconstruire autrement les rôles après le chaos. Lors d'une séparation, et comme je l'ai dit, les séparations d'avec les manipulateurs pervers sont toujours ambiguës, jamais totalement abouties. Ils laissent toujours une possibilité de reprise ou du moins, les PN se l'imaginent. Ils peuvent même en parler aux enfants et leur faire croire, ce qui est extrêmement cruel, que vous allez vous remettre ensemble. Et ce, même des années après la séparation physique. Or, enfants comme ados, tous ont le désir secret, que les parents se réconcilient et qu'ils se remettent ensemble, afin que la famille soit reconstituée. Il faut observer leurs regards et sourires lorsqu'ils voient leurs deux parents côte à côte, et ce, même dans le cadre d'un jugement au tribunal par exemple. Ces enfants ou ados vivent une joie incomparable. C'est la même chose lorsqu'on leur parle des conditions de leur naissance, lorsque, bien sûr, elles ne sont pas traumatisantes. Bien entendu, par pudeur, ou bien pour d'autres raisons, les enfants et ados feront comme s'ils ne s'y intéressaient pas, mais les conditions de leur naissance, et l'amour qui vous a lié à l'autre parent, est certainement la chose la plus importante à leurs yeux. Alors, après le chaos, il s'agit pour vous de reconstruire de nouveaux rôles pour chacun en fonction du nouveau contexte. Avant même de chercher une nouvelle compagne ou un nouveau compagnon pour une nouvelle vie. Il faut d'abord chercher à reconstruire autrement la famille que vous constituez avec vos enfants. La confusion des rôles peut, en effet, amener la confusion dans la famille. C'est le cas par exemple lorsqu'un père sain, non manipulateur pervers par exemple, dépressif du fait de la séparation, se fait materner par sa grande fille de 20 ans. C'est aussi le cas lorsqu'un fils de 17 ou 18 ans cherchera à jouer le rôle de l'homme à la maison, surveillant sa mère, ou bien ses sœurs, et voulant tout contrôler par exemple. Reconstituer les rôles, c'est prendre la place de parent. Cela veut dire qu'il faut trouver les ressources nécessaires en soi, et se faire aider s'il le faut, et donc pour cela, trouver du soutien autour de soi. Qu'est-ce que prendre sa place de parent? L'autorité. Prendre sa place de parent, c'est d'abord représenter l'autorité pour l'enfant. Cette fameuse autorité parentale n'est pas qu'un mot de juriste. Il s'agit d'une responsabilité. Le fait d'être responsable de la sécurité de son enfant ou ado, mais aussi, de son éducation, de sa socialisation, et du développement de sa personnalité. C'est le fait d'être responsable de tout cela qui vous confère l'autorité. Attention, il ne s'agit pas d'un autoritarisme rigide et absolu. Il s'agit d'une autorité bienveillante et souple suivant les circonstances, mais qui se montre ferme. La problématique ado est justement de refuser l'autorité et de la défier. Dans les moments de crise, le mieux est de se faire aider, et de rester ferme. Sur quoi rester ferme?
sur le respect des rôles d'abord. Vous êtes le parent et ils sont les enfants. Vous avez autorité sur eux de droit. Rappeler cette loi est absolument fondamentale. Par exemple, pour un adolescent qui voudrait voyager avec ses amis à 15 ans pour passer une journée sur Paris par exemple, et assister à un concert ou un autre événement. Il est clair dans ce cas, que s'il arrive quelque chose à votre ado, vous serez tenu pour responsable. En effet, les services sociaux ou de police vous rétorqueront que c'est à vous de vous occuper de votre ado, mais qu'étant mineur, il ne peut voyager seul. Sinon, que c'est un risque et que c'est à vous, en tant que titulaire de l'autorité parentale, que revient la décision de prendre ce risque ou non, en évaluant le danger et la maturité de l'ado. C'est donc en CERS termes de responsabilité qu'il faut raisonner et communiquer avec lui. Chacun son rôle. L'ado se sentira sécurisé de savoir exactement quel est son rôle et qu'au bout, il y a son affranchissement. Il comprendra ainsi que ce que vous lui interdisez a un sens, qui est celui de la loi et de sa protection. En mettant des limites et en clarifiant les rôles, vous lui prouvez votre amour, tout en lui donnant une boussole pour comprendre le monde, et à quelle étape de sa vie il se trouve. Vous l'inscrivez aussi dans une appartenance à la société, et il n'avait pas forcément conscience de cela. C'est une reconnaissance dont il a un énorme besoin. En le frustrant par des limites, vous le structurez, vous le rassurez et vous le protégez. Contrer les agressions de manipulation perverse à l'encontre des enfants et de soi-même. On en arrive à la problématique principale, qui est l'instrumentalisation des enfants et ados par le parent manipulateur pervers. Après la séparation, et donc, tout le reste de la vie, à partir de la séparation. Cette tâche est rendue difficile du fait que la manipulation est invisible. Et qu'elle s'infiltre dans chaque contact, si minime soit-il, chaque détail. Et enfin, qu'elle met en jeu beaucoup de personnes qui servent d'intermédiaires pour vous atteindre. Il faut savoir qu'au départ, c'est vous que le manipulateur pervers, homme ou femme, je le répète, veut atteindre. Et c'est au fil du temps que, passant par l'intermédiaire privilégié des enfants, il va ou elle va s'en prendre à eux individuellement. Alors comment faire ? 1. Faire le deuil d'une famille idéale. Le parent sain et les enfants ou ados doivent faire le deuil d'une famille idéale, sans quoi, en se comparant sans cesse aux modèles véhiculés par les médias dans les séries télévisées par exemple, ou à l'idée qu'ils se font de la vie des autres, ils se désoleront sans cesse de leur sort. Cette attitude de Calimero les empêchera de regarder la réalité en face. Or, la réalité, c'est qu'il n'existe pas de famille modèle idéale et que chacune a ses failles, ses secrets et ses problèmes. Il faut pour cela changer de regard sur ce modèle idéal qui est donné et sur cette idée de la destruction de la famille. Ce ne sont pas les divorces et séparations qui détruisent la famille. Ce sont les mensonges, la manipulation, les perversions et toute autre forme de violence. La distance obligée que l'on met ainsi avec ces agressions est légitime. Elle constitue au contraire un sauvetage de la famille, au sens premier. C'est-à-dire qu'en se séparant d'un manipulateur pervers ou d'une manipulatrice perverse, bien au contraire. Au lieu de détruire la famille, on la protège, on la sauve. Et plus tard, lorsqu'on est prêt, on la reconstruit autrement. Il n'y a pas plus bel exemple de courage et de responsabilité pour ces enfants, que de vouloir les soustraire à la manipulation perverse et à toute autre forme de violence. Le véritable danger pour la famille ne réside donc pas dans la séparation et les divorces, mais dans la manipulation perverse et la violence.
2. Faire le deuil d'une relation avec le parent PN. C'est donc d'abord du deuil d'une éventuelle relation parentale avec votre ex-conjoint ou conjointe qu'il s'agit. En effet, les parents sains, une fois séparés, continuent d'entretenir des relations dans l'intérêt de l'enfant. Souvent, on dit que ces parents sont intelligents. On veut dire par là qu'ils savent mettre de côté leurs conflits personnels, passés ou présents, afin de tenir leur rôle de parents. Le couple parental, c'est ainsi qu'on l'appelle, perdure, même une fois les parents séparés. Cela veut dire que la relation se défait de tout aspect amoureux ou de couple, et qu'elle se réduit à une relation parentale uniquement, c'est-à-dire le fait d'être parents ensemble du ou des mêmes enfants. Comme je l'ai dit, ces parents sains mettent leurs conflits de côté. Or, la manipulation perverse ne relève pas du conflit. Ce n'est pas que vous n'êtes pas d'accord, ou que vous ne vous entendez pas. Ce n'est pas de l'ordre du conflit, mais de l'agression. Cette agression de manipulation perverse est une violence, je le répète. Cette violence a mis en échec tout dialogue et médiation. La manipulation perverse a pour particularité d'empêcher tout lien et toute relation. C'est-à-dire que le manipulateur pervers ne s'engage à aucun moment dans une relation d'échange réciproque, qui implique un rapport d'égalité et de sincérité. Jamais il ne sera possible d'avoir un dialogue constructif avec un manipulateur pervers. La première chose à comprendre, pour faire le deuil d'une relation avec un manipulateur pervers, est donc d'accepter que ce réel échange n'existera jamais. En effet, jamais vous ne pourrez discuter de ce qu'il s'est passé, de manière constructive. Si cela vous semble cependant arriver, dites-vous bien que c'est stratégique, et attendez-vous à en comprendre l'intérêt plus tard. Vous l'avez compris, il faut faire le deuil d'une relation authentique et constructive, c'est-à-dire saine, avec un pervers narcissique. Ce deuil, il faut le faire vous-même d'abord et avant tout. Cela vous permettra de ne pas perdre votre énergie à tenter de renouer le dialogue ou à espérer. Cela évitera aussi à vos enfants ou ados d'espérer aussi, vous voyant avoir cet espoir. Quand bien même, vous n'en parleriez pas, les enfants sentent tout de leurs parents. Le deuil doit aussi se faire de leur côté, mais seulement pour les ados. Car les enfants petits ne sont pas en mesure de comprendre cela. Cela prendra du temps. Sans doute plusieurs années, peut-être toute la vie, il faut bien le dire. Cela dépend de beaucoup de facteurs. Mais, si, ayant compris et renoncé à croire à tout vrai dialogue avec votre ex-manipulateur pervers, vous arrivez cependant à garder un contact utilitaire et respectueux, et que vous gardez une ligne de conduite responsable, vos enfants et ados seront dans des conditions optimales pour faire le deuil à leur tour, de la relation qu'il aurait voulu voir se développer avec ce parent manipulateur pervers. Qu'est-ce que veut dire faire le deuil de la relation avec un parent PN? Ce deuil est un renoncement. Il passe par toutes les émotions nécessaires, comme la colère, le regret, la culpabilité, la tristesse, pour arriver à accepter. C'est exactement comme si cette personne avec laquelle vous êtes lié en tant que parent ou enfant, était décédée. Et effectivement, l'idée que vous vous faisiez de cette personne est bien morte. Le lien que vous souhaitiez n'est qu'une illusion. Et c'est pourquoi il est nécessaire de ne plus y croire. Et donc de faire son deuil. Pour l'ado, c'est difficile car il peut confondre la personne réelle qu'il continue à côtoyer avec la personne symbolique avec laquelle il y a un deuil à faire. Issu de l'union avec cet autre parent, il est particulièrement difficile pour lui de renoncer à l'espoir d'être reconnu et aimé de lui.
Il va donc rester dans le déni assez longtemps et alterner avec des comportements de rejet et de rupture. Il voudra par exemple ne plus le voir, ou bien ne plus vous voir. Progressivement, vous pouvez l'accompagner dans cette prise de conscience et cette douleur. Dans ce deuil du parent que le PN aurait dû être pour lui. 3. Discerner quel est le véritable manipulateur. Toute la problématique de l'ado ayant un parent manipulateur pervers, c'est qu'il est pris dans la manipulation, et qu'il reçoit donc deux messages contradictoires de la part de ses deux parents. Le véritable manipulateur accuse l'autre parent de manipuler. Mais la victime aussi, et que dire du cas où les deux parents sont manipulateurs pervers? N'importe qui serait perdu et d'ailleurs, tout le monde est perdu dans une situation perverse. Le manipulateur pervers se délecte des situations triangulaires, ou bien qui introduisent d'autres personnes avec d'autres enjeux dans le couple. Les enfants constituent alors pour lui, cette troisième partie du triangle qu'il compte bien exploiter. C'est à la fois, une question de plaisir pour lui. C'est-à-dire qu'il adore tirer les ficelles, créer des intrigues et instrumentaliser les moindres désaccords, les moindres failles pour en tirer parti. En tirer parti, cela veut dire pour lui, à la fois poursuivre son intérêt, matériel ou financier par exemple, ou encore affectif. Dans ce cas, ce pourrait être pour que l'enfant ou les enfants le préfèrent à l'autre parent. Mais tirer parti de la confusion et du retournement de situation qu'il provoque, en tirant certaines ficelles, c'est-à-dire en manipulant les uns et les autres, c'est aussi créer un brouillard épais. Afin que personne ne comprenne rien à la situation. Ce brouillard lui est utile pour dissimuler ses mensonges, ou ses mauvaises actions. Ce brouillard lui est aussi utile pour se faire passer pour une victime, et enfin, pour convaincre ses propres enfants que leur autre parent est la source de tous les problèmes. Pourquoi le parent pervers manipulateur fait-il du mal à son propre enfant ou ado? C'est effectivement difficile à comprendre et à admettre qu'un parent puisse faire du mal à son enfant. C'est pourtant ce qu'il se passe dans le cas d'un parent pervers. Ce qui est compliqué pour l'adolescent, c'est d'identifier cette violence. Car si elle existe, elle est cachée et niée. C'est-à-dire que le parent manipulateur pervers ne reconnaît pas du tout qu'il l'est. Il accuse l'autre parent de tous les torts et tous les défauts, et au passage, accuse l'ado de lui ressembler. C'est tout pour aujourd'hui. Le sujet nécessite plusieurs vidéos. L'enjeu est énorme et c'est pourquoi on ne peut le survoler. Je vous propose de poursuivre dans une autre vidéo. Ayez confiance. Ne cédez pas à la peur. Lâchez prise quant à l'autre parent manipulateur pervers. À bientôt pour une prochaine.